Bonjour à tous et bienvenue dans la Libre Interview et je suis ravi de vous retrouver. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais pas fait d'interview depuis c'est vrai, mon expatriation à Hong Kong. Voilà, j'avais pas eu beaucoup le temps et donc je reprends les interviews et qui mieux que franchement la star du moment. Clairement, je vais expliquer pourquoi pour moi c'est la star du moment. Donc Tapadizip. Parce que je le vois partout, tout simplement. On le voit partout. En tout cas, moi, je le vois partout. Donc, je le vois dans mon fil d'actualité YouTube. Il est partout. Même, j'étais pas abonné, mais il venait tous les jours à chaque fois. Il voulait absolument que je regarde ses vidéos. C'est pas lui, bien sûr, c'est YouTube. Mais du coup, voilà. Donc, il est tout le temps là. Je regarde finalement, Marc. Il est là, sur un autre sujet qui a rien à voir, il est encore là. Je regarde Telegram, il est toujours là. Bon voilà, donc c'était vraiment essentiel pour moi de l'interviewer. Et puis franchement, j'adore son ton décalé. Et malgré ce ton décalé, il est toujours juste aussi dans ses analyses, et ça, c'est le plus important. Donc, on va discuter, comme vous en doutez, de Realty. Forcément, il y a pas mal d'actualités en ce moment. Voilà, c'est un peu chaud, mais voilà, au moins, on va en discuter de façon, on va dire, sereine. On va se dire les choses, c'est important de se dire les choses, et on va essayer d'être constructif, se trouver les solutions. Ça sert à rien non plus d'être totalement négatif sur ces sujets-là. Voilà, on va le faire avec, entre guillemets, légèreté, avec humour, mais aussi en donnant les vraies raisons et des solutions. Ça, c'est important. Donc voilà, donc en tout cas, merci Tapadizip d'avoir accepté déjà mon invitation et bienvenue du coup sur la chaîne. Merci beaucoup. Je suis ravi. Je fais très fort quand même parce que j'arrive à être partout en étant nulle part. Je m'explique. J'ai que 355 abonnés, ce qui, à l'échelle de YouTube, il faut un microscope électronique à balayage pour me trouver. Et pourtant, il y en a certains, j'arrive à saturer l'espace. C'est très fort. Ah, mais je te vois à chaque fois. À chaque fois que tu sors une vidéo, elle est mise limite en numéro 1 en suggestion sur YouTube. Donc voilà, comme quoi, finalement, ce n'est pas que les abonnés qui comptent, mais aussi les sujets. Et donc voilà, donc parfait. En tout cas pour ça, et franchement, à chaque fois, je regarde et sincèrement, tu es toujours très juste dans tes analyses. Donc on va vraiment parler de tout ça parce que oui, il se passe des choses en ce moment sur Realty. C'est le moins, ça c'est clair. C'est assez complexe. Donc on va parler de ça. On va aussi parler d'investissement par la suite au sens large un peu. On va parler un peu de toi et on va finir par l'expatriation parce que c'est des sujets moi qui m'intéressent et ça tombe bien parce que tu es expatrié depuis un bout de temps, donc tu as de l'expérience dans ce sens-là. Et donc c'est important aussi qu'on élargisse les discussions. Et qu'on ouvre aussi certaines consciences sur l'expatriation pour nos compatriotes européens. Voilà, c'est important aussi qu'on parle de tout ça, mais on va commencer par les sujets chauds, bien entendu. Mais déjà, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu? Pourquoi tu t'appelles Tapadizip? Voilà, où tu vis? Quel âge as-tu? Voilà, dis-nous un peu ce que tu veux nous dire sur toi. Alors, Tapadizip fait référence au film La vérité si je mens, là, quand ils vont fabriquer dans le sentier des jaquettes, un Tapadizip, bisous, bisous. Et moi, tout ce qui me fait marrer, je ne résiste pas, même et surtout si c'est de mauvais goût, à un bon jeu de mots quand ça me fait rire. Donc, j'ai pris ce nom de scène qui continue de me faire rire régulièrement. Je regarde les films régulièrement. Donc, moi, je suis un vieux par rapport aux youtubeurs. En général, je suis un vieux, j'ai 56 ans. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que les enfants sont élevés, que les études sont payées, que les appartements sont payés, etc., qu'on n'est plus vraiment dans la rat race, on a passé un certain cap. Voilà. J'ai 30 ans d'activité professionnelle. En gros, j'ai 15 ans d'entreprise et 15 ans de solo, c'est-à-dire soit entrepreneur voilà, ou consultant. Et voilà. Sur les 15 ans d'entreprise, je fais que 4 boîtes. J'ai fait 2 très grosses multinationales, une américaine et une suisse. Et puis, j'ai fait 2 petites boîtes à la Realty, donc des petites structures familiales entre 10 et 50 personnes. Donc, j'ai bien le visuel à chaque fois en cadre de direction et pour une des petites entreprises en direction générale. D'accord? Dans un contexte de NIR faillite, de crise pas possible, etc. Donc, les crises, je connais. Hein, voilà. Et puis ensuite, 15 ans, donc j'ai eu ma propre entreprise ici à Ho Chi Minh Ville au Vietnam, avec une boutique, un atelier de fabrication de bijoux, etc. Donc, je faisais des bagues en or, etc., des bagues de fiançailles, mais aussi de la fantaisie avec de la perlouse de tous les côtés, enfin, tous les trucs qui m'amusent, qui sont fun. Voilà, je m'empresse de dire que ça n'a pas été un succès, ça a été ni un succès ni un échec. C'est-à-dire que pendant les 5 ans où a duré cette activité, on s'est payé tout à fait normalement, on a payé les taxes, on a payé tout, mais on n'est pas devenu millionnaire. Alors, quand on entreprend a priori,
c'est que quelque part, on a l'idée un peu farfelue de devenir millionnaire. Et bien, ça ne s'est pas produit. Ensuite, donc, le Covid nous a achevés. Donc, j'ai perdu du jour au lendemain, comme plein de gens, 99,99% de mes clients, presque rien. Et ça a failli être la dèche. Et donc, là, je me suis mis en tutorat, en évangélisation en français pour des jeunes, mais pas forcément que des Français, il y avait toute nationalité, donc pour leur apprendre la langue française. Parce que la transmission aux jeunes, pour moi, c'est quelque chose maintenant d'important à mon âge. Donc, et aujourd'hui, où j'en suis, donc, je suis plutôt en fin de parcours, en fin de carrière. Et comme j'ai atteint l'indépendance financière, je peux me permettre très largement de ne rien foutre si tel est mon plaisir, ce qui est le cas en ce moment. Mais je peux aussi être mobilisé sur des projets. On me dit, bah, viens m'aider pour faire ça. Par période de 6 mois, ce qui me laisse, moi, la possibilité de sortir ou la possibilité de l'employeur de me virer sans que ça fasse de drame. Voilà. Donc, c'est soit de l'organisation d'entreprise, parce que je suis une bête d'organisation et d'opération. Et à titre personnel et à titre dans les boîtes. Il ne faut pas croire que les boîtes sont bien organisées, et même les grosses boîtes, c'est plus ou moins le bordel. Voilà. Même chez des très gros, on ne croirait pas. On croirait par exemple que les armées, c'est bien organisé. Eh bien, non. La structure des armées, figurez-vous, disclaimer, c'est le bordel aussi. Donc, parfois, ils peuvent avoir besoin d'aide à l'organisation. Donc, je peux soit ne rien faire, soit être actif. Voilà. En ce moment, je ne fais rien. Alors, sur le projet Realty… Donc, tu as du temps alors. J'ai du temps en ce moment, mais ça peut changer demain matin. À la suite de cette vidéo, ça ne va pas arrêter de sonner, etc. Non, je plaisante. Non, ne me téléphonez pas. Non, mais en tout cas, ça te permet, ce background te permet aussi, on va évoquer des solutions aussi, parce que comme je l'ai dit, le but, c'est pas de juste dépeindre et de commenter l'actualité, c'est aussi de trouver des solutions, essayer d'avancer. Et forcément, tu as une vision stratégique parce que tu l'as déjà fait, tu as cette expérience-là. Et alors, voilà. Je suis le premier à dire aujourd'hui qu'il y a besoin, il y a besoin d'avancer et il y a besoin en tout cas sur Realty, il y a besoin d'arrêter de personnifier la chose. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Alors, sur Realty, moi, j'ai fait 30 opérations immobilières à compte propre et j'ai gagné du fric. D'ailleurs, c'est l'essentiel de mon indépendance financière aujourd'hui a été gagné parce que 29 opérations se sont révélées bénéficiaires et une s'est révélée déficitaire. Sur une, j'ai perdu 50 000 balles. Bon, ça arrive. C'était une VFA, ça tombe bien. Pourquoi? Parce que l'immeuble est bien sorti, bon, avec 6 mois de retard, parce que c'était en France, mais ils avaient juste oublié que c'était mis dans une zone industrielle où il devait y avoir des constructions et des boutiques, mais le centre commercial n'a pas vu le jour, etc. Donc, l'environnement n'était pas là, donc la valeur des biens, donc j'ai pris ma perte, etc. Bon, voilà. Donc, quand j'ai vu sortir le projet Realty, j'ai tout de suite été fasciné, et je dois dire que ça me fascine toujours. Je trouve que c'est génial. Et quoi qu'il arrive à Realty, et je souhaite qu'ils s'en sortent, parce que c'est notre intérêt objectif à tous, la tokenisation immobilière, ce qui a été fait à côté, le YAM, un marché secondaire pour la liquidité, le RMM, c'est-à-dire la banque, même si en ce moment c'est un peu kéblo, sont des inventions géniales. Et les Jacobson ont cette capacité d'invention, d'innovation qui est absolument amazing. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, et ça, j'en démords pas. Et même si demain, on se plante tous parce qu'on a pris l'iceberg, je pense toujours que c'est une idée géniale et que l'idée sera reprise par des gens peut-être un peu mieux organisés. Bon. Alors après, une fois qu'on a dit ça… Tu es investisseur, investisseur depuis quand, du coup, sur Realty? Depuis 2022. Ok, donc ça fait à peu près 3-4 ans, quoi. Ouais. Quand même dans les débuts où, en tout cas, les biens partaient très, très vite. Ah, c'était même… Et puis alors, moi, au Vietnam… D'ailleurs, comme toi en Asie, il faut mettre le réveil à 1h55 du matin parce que la vente commence à 2h et qu'en fait, on a un slot de 17 secondes exactement pour sécuriser le token sur chaque propriété, parce que c'est comme ça que ça se passait à Realty dans les grandes années. Voilà. Bon, maintenant, c'est un peu… collectionneur. Les collectionneurs voulaient tous les tokens, voulaient absolument en avoir au moins un et tout. Et c'est vrai qu'il y a eu une époque un peu qui était différente. Mais du coup, c'est mieux pour toi. Maintenant, tu peux acheter, t'as le temps d'acheter. Oui, mais non, parce que je veux plus. Je veux plus parce que j'attends mon diagnostic. Je veux plus pour le moment parce que mon diagnostic est le suivant et il est le même depuis le début et il est le même avec le recul d'un mec qui a fait des achats-ventes immobiliers dans plusieurs pays, dont le Vietnam, où crois-moi, c'est pas facile. Parce qu'il n'y a pas de droit de propriété reconnu, etc. Donc, les due diligence, il y a intérêt à lire le titre de propriété, voir s'il n'y a pas une merde, s'il n'y a pas un alignement qui va te bouffer la moitié de ta baraque, parce que le gouvernement a décidé que dans 10 ans, ils allaient construire une autoroute au milieu de ton salon.
Tu vois, donc il faut aller au cadastre. Oui, mais tout ça, c'est dans des pays en développement, en plus, c'est ça. Hein. Donc, bon. Donc, j'ai fait également de la terre agricole, j'ai fait des locaux commerciaux, j'ai fait des usines, donc j'ai fait de l'appartement, j'ai fait de la maison. Donc, sur mes 30, ce n'est pas une expérience considérable, mais quand même. Donc, moi, c'est quelque chose que je comprenais. Et j'estime qu'en investissement, il faut aller sur des choses qu'on comprend, toujours. Il ne faut pas commencer à investir sur des trucs sur lesquels on est largué, parce que là, on va se faire baiser. À mon avis, presque à tous les coups. Donc, je comprenais bien ce qui se passe. Puis, j'ai vu ce truc arriver avec Realty et j'ai fait un diagnostic. J'ai dit, OK, les gars, vous êtes des burnes en opération, vous êtes des burnes en recrutement, on ne peut pas être bon partout. Donc, il faut déjà le reconnaître pleinement et ce n'est pas pour s'auto-flageller. Vous êtes d'extraordinaires développeurs, mais vous avez besoin de recruter de cadres calibrés, de cadres de high profile, des gens qui valent cher, qui vont assurer, qui eux vont faire les due diligence, qui vont lire entre les lignes au microscope et qui vont assurer que les titres de propriété sont présents, que les impôts sont payés, etc. Parce que moi, sur mes 30 emprises, tu me demandes n'importe laquelle de mes emprises, en 10 secondes, je te sors le titre, le dernier avis de taxe payé, le reçu et tout. Donc, que ce soit 30, 300 ou 3000, c'est la même chose, il n'y a pas d'excuse à ne pas avoir des papiers qui soient en règle au niveau des taxes, dans n'importe quel pays où tu trouves, ça ne souffre aucun délai et c'est normal. Donc, voilà, il ne doit pas y avoir. Donc, je leur ai dit recruter des gens, c'était mon. Voilà. Et mon expérience dans les petites boîtes prouve que les dirigeants, ils ont énormément de mal à passer le cap. C'est-à-dire, ils ont énormément de mal à changer de mindset, énormément de mal. C'est leur bébé, leur machin, dans un truc émotionnel. Parce que quand tu recrutes des gens, surtout s'ils sont forts et qu'ils sont payés cher, ils vont te dire à un moment donné, non, non, moi je ne suis pas d'accord, là on arrête, etc., etc. Et écouter ces gens-là et voir ses propres projets arrêtés, freinés ou faits différemment, etc., toujours un peu, parce que voilà, tu perds un peu de pouvoir. C'est une attitude que j'ai vue, qui est pour moi très enfantine, mais très répandue, très, très répandue, mais qui mène invariablement à des catastrophes. C'est tout. Et je l'ai vu, parce que l'une des deux boîtes dans laquelle j'ai sévi, où je n'étais pas directeur général, parce que celle où j'étais directeur général, elle a survécu, elle. Et oui, il n'y a pas de secret. L'autre, elle est morte. Et elle est morte, je dirais, du syndrome de Realty, parce qu'à un moment donné, on n'a pas voulu lâcher, on est resté crispé sur son truc, on a fait des erreurs monumentales, on a dégoûté tout le monde, et le truc est parti. Donc en général, ça peut être vendu, si tu veux, couper par appartement, etc., ou carrément faire faillite. Hein, voilà. Donc, ce Realty, le conseil, c'est structurez-vous, prenez des mecs très, très forts en opération. Ça va vous coûter de l'argent, mais ça va vous coûter beaucoup moins que les 19 millions de dollars de travaux que je viens de chiffrer et les 4 600 000 de loyers qui n'ont pas été distribués depuis 26 semaines à la communauté. Voilà. Je t'explique. Hein. Il y a 23 millions d'un côté de pertes dues exclusivement à un mauvais management. Parce qu'il faut arrêter de dire c'est la ville, c'est les autres, etc. À partir du moment où tu mets ta tête dans le sable et tu exposes une certaine partie de ton anatomie à l'air libre, hein, il ne faut pas s'étonner qu'on se fasse enfiler. C'est tout. Quand on laisse les portes ouvertes, on se fait cambrioler. Si on laisse des trucs grands ouverts, si on laisse des failles béantes, au bout d'un moment, il y a un kidam qui va passer et qui va s'engouffrer dedans. Donc, le travail d'une équipe de direction, c'est de s'apercevoir des failles et de les colmater avant que le kidam en question rentre dedans et que ça coûte 23 millions de dollars. Voilà. Alors, on est d'accord sur le constat. On est d'accord sur ce constat-là, en tout cas. Ça, c'est une évidence. Là, il y a besoin, et bon, comme je le disais, hein, moi je le dis, franchement, je pense que ça fait plus de 2 ans que je le dis. Enfin, oui, et sur ça, on est vraiment aligné sur ce constat-là. Realty, l'idée est géniale de base. Elle est vraiment bonne. Il y a ça, on est d'accord. Mais par contre, oui, c'est en termes de gestion d'entreprise, c'est des buses, hein, on va pas se mentir. Je sais que ça va pas faire plaisir parce que, comme tu l'as dit, il y a de l'émotionnel parce que c'est leur bébé et tout. Et puis, voilà. Donc, désolé s'ils voient cette vidéo et que ça les froisse un peu aussi dans leur ego. Mais c'est une réalité. Et le caca, on est un peu dans le caca. C'est important au bout d'un moment de se dire les choses et puis qu'on réagisse et qu'on sorte un peu la merde. Hein, on va pas, voilà, maintenant il faut place pour s'en sortir parce que c'est ça le but. Hein. Et encore une fois, le but là, comme je l'ai dit, c'est d'être constructif et c'est qu'on avance. Et là, il faut. Alors,
On en discutera peut-être après, parce qu'il y a apparemment des financements du Moyen-Orient qui arrivent ou je sais pas quoi. Pourquoi faire, voilà. Bon, mais l'idée, pour moi, bon, là, c'est bien sûr, c'est décisif parce qu'il y a des échéances qui arrivent qui sont importantes. Mais après, si ça s'améliore, l'urgence, c'est de changer le management, quoi. Enfin, c'est qu'ils soient bien sûr au board, c'est normal, c'est leur boîte, ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut un putain de CEO qui a déjà géré des boîtes et qui sait, manager, qui sait remettre de la structure là-dedans. Parce que, comme ils l'ont dit souvent, en fait, ils gèrent Realty comme ils géreraient leur propre business, mais comme moi, je gérais ma SCI. Mais putain, mais en fait, c'est pas comme ça que tu peux pas gérer une boîte avec, on parle de, Impossible. je sais pas combien, ben, c'est pas comme ça, quoi. Tu ne gères pas ton petit truc à toi, alors que derrière, il y a des milliers et des milliers d'investisseurs qui vont demander le moindre truc. Bah oui, c'est ça, hein, c'est du particulier, c'est du retail. Donc, en fait, ça peut pas marcher. Là, il faut vraiment qu'il y ait cette expérience et malheureusement, ils l'ont pas et c'est très dur. Et en effet, on sent que c'est émotionnel, ils ont beaucoup de mal à passer au-delà. Ah, mais ils font. Bon, puis en plus, alors, d'autres choses. Quand tu es en direction générale de boîte, tu es constamment foutu devant les tribunaux. Et ça, c'est vrai. Parce que même en France, moi, je me prenais un recommandé R par semaine, contrôle fiscal, URSSAF, prud'homme, machin, etc. Simplement, contrairement à eux, j'ai jamais eu peur des avocats ni des juges et je me suis toujours, sur les procès importants, présenté en personne. Comme ça, on ne pouvait pas dire, écoutez, si vous voulez, je peux vous répondre directement. On a eu plusieurs audiences où ils n'étaient pas là, parce que sans doute, ils ont jugé que c'était la meilleure façon de faire. Je peux te dire que là aussi, d'expérience, même si tu fermes ta bouche tout du long de l'audience, les juges apprécient que tu sois là et que tu ne te défiles pas. C'est un élément psychologique. Voilà. Alors, quand j'ai dit ça, Dit, parce que j'ai eu un échange télégramme un peu vif avec Jean-Marc, qui me dit, toi, tu es un blaireau, tu n'y connais rien. J'ai trouvé ça un peu rude parce que justement, non. Moi, à chaque fois que j'ai gagné mes procès, parce que je les ai tous gagnés à la fin, parce que j'y allais, et ça laisse en fait la possibilité au juge de t'interroger toi. Un juge, parce que même si un juge est contre toi, je l'ai observé dans n'importe quelle juridiction, même s'il a un a priori très négatif, du simple fait que tu es là, par conscience professionnelle, il va t'écouter. Parce qu'il dit, je veux au moins avoir entendu ce que le gars d'en face a à dire. Après, que c'est un connard, j'en tiens pas compte, c'est autre chose. Mais je vais l'écouter. Donc, on se laisse la possibilité de dire non, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, dans les trucs comme ça où on est en prise, je trouve, et c'est pas du droit là, c'est psychologique, c'est manier la psychologie du juge, ce que d'ailleurs font parfaitement les avocats de la ville de Détroit, et surtout Maître Conrad Malley, qui est un gars absolument redoutable, et c'est le meilleur de tous, parce que Tamara est pas très bonne, et autrement le nôtre est pas très bon. Mais lui, il est redoutable, mais lui, monsieur Maître Malley, je peux te dire qu'il s'y entend pour foutre la merde à 5 minutes à la fin de l'audience. Il t'envoie un scud de la tête nucléaire, etc., qui a l'air de rien avec sa voix de grand-père, et te fout un bordel, te fout le why, pas possible. Comme on l'a vu sur une des audiences en disant « Ah, mais de toute façon, ils ne sont pas là, ils n'habitent pas là, puis on ne sait pas où ils sont, et on parle de ça pendant un quart d'heure, alors ça, on n'en a rien à foutre. » Tu vois, ça, c'est très habile. Elle l'a dit hein, la semaine dernière. Ah, mais du coup, il y en a au Panama, il est en Normandie, en France, mais du coup, c'est pas parce qu'ils sont à l'étranger qu'ils doivent pas se conformer à la loi américaine, enfin, du Michigan. Bon, tu vois, tout ça, c'est négatif. Bon. On est d'accord. Et si moi, si j'étais au conseil de Realty, parce que je trouve ça hyper trippant, hyper innovant, je leur dirais, montrez votre tête. Vous n'avez pas peur de la communauté, vous n'avez pas peur de faire des community calls, montrez votre tête. Simplement, alors peut-être que le Jean-Marc, au moins, c'est le genre émotif. Il te balance des trucs de temps en temps quand il pète les plombs. Il te balance des insultes même, qui retire ensuite. Hein. Mais c'est inadmissible de faire ça. Alors, c'est vrai que s'il se met à balancer des insultes en pleine cour des États-Unis, ça va mal se mettre. Alors, ça, c'est certain. Sinon, ils ont une personne en interne qui vit aux États-Unis, donc Chéri, qui est censée être la partie juridique de Realty, hein, donc, qui est comme numéro 3, je crois, les mêmes devant Michael, donc dans l'organigramme. Donc, elle devrait peut-être se présenter, hein, je ne sais pas, qu'elle est représentante, elle devrait être représentante au pire de Realty, mais bon, c'est vrai que c'est étrange. Cette stratégie, peut-être leurs avocats leur ont préconisé de ne pas se présenter. Alors, autre expérience, tu laisses jamais le pouvoir à tes avocats. Jamais. C'est-à-dire que tu dois décider en dernier ressort de faire ou de ne pas faire, parce que tu as des raisons à toi.
parce qu'ils n'ont pas toujours raison. Ils vont te conseiller en droit, eux, avec leur expérience, ça va colorer ton point de vue, d'accord, mais il ne faut jamais considérer que c'est parole d'évangile et qu'ils ont raison. Parce que moi, je suis allé contre l'avis. Je suis allé au tribunal plusieurs fois contre l'avis de mes avocats. J'ai parlé au tribunal en faisant marrer le juge en plus, en disant des trucs, etc., mais pas insultant, etc. En disant, au moins, celui-là, il est là. Hein, il est là. Alors, j'aime pas ce qu'il dit, mais il est là. Ok. Bon, en effet, il y a pas mal de. J'aime bien en tout cas ton franc-parler. Et parfait. Juste, tu reviens un peu sur toi et Realty et un peu dans le passé. Après, on reviendra sur l'actualité du coup et un peu ce qui se passe en ce moment, notamment sur les ventes. Toi, c'était quoi ta stratégie de base sur Realty? Alors, ma stratégie était un peu naïve en disant, mais c'est extraordinaire, j'ai trouvé la martingale, c'est le Graal absolu. Je mets tout ce que je peux et dans 10 ans, c'est multimillions et je vis là-dessus, je touche les loyers toutes les semaines, je les rapatrie au Vietnam et je ne fous plus rien. Et c'est la retraite. Et mieux encore, après, je revends tous les tokens à mon fils à 1 centime en faisant un échange et il prend la suite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en plus, c'était patrimonial parce qu'étant non-résident fiscal, évidemment, pour nous, c'est plus avantageux. En France, ce serait compliqué. Mais moi, là, je peux parfaitement lui revendre des tokens. Donc, c'est un truc sur plusieurs générations. Et puis là, ça me pose question. Donc, ça n'est plus du tout d'actualité, à moins qu'ils aient un déclic, à moins qu'ils décrochent leur téléphone. Mais pour l'instant, si tu veux, j'y crois pas trop. Parce que comme ils ne l'ont pas fait avant, je ne pense pas qu'ils le font maintenant. Voilà. Là, maintenant, ils sont perchés sur des certitudes, pour moi. C'est-à-dire que moi, j'y connais rien, la communauté n'y connaît rien, alors qu'on a la chance d'avoir une putain de communauté qui est engagée, qui est globalement très positive. Parce que contrairement à ce qui est dit, il y a très très peu de fouteurs de merde, et ça se compte sur les doigts d'une seule main. Mais vraiment. Après, il y a des gens qui posent des questions qui fâchent, mais c'est normal, c'est leur pognon. Et après, je dirais, il y a des bénis oui-oui, hein, qui te boivent comme du petit lait la parole des gibis. Alors, c'est vrai, une semaine, on va faire en Argentine, parce que l'Argentine, c'est un supermarché. Un autre CC, c'est le Cambodge, c'est urgent, on lâche l'Argentine, on n'en parle plus, donc on va au Cambodge. Là, on va dans le Middle East, on ne sait pas quoi faire. On est toujours dans cette mentalité d'avoir une guerre d'avance, alors que la guerre d'hier, elle est perdue. On est en train de la perdre et on se fait défoncer. Donc, bon. Donc, si tu veux, on a la chance d'avoir une communauté extraordinaire. Quand tu as une communauté comme ça, mais tu t'appuies dessus, tu poses des questions, tu dis, ah, vous avez des idées, etc. Mieux, tu payes les gens de ta communauté en disant, viens me conseiller, viens machin, et ça coûtera moins cher, parce que c'est des gens qui connaissent déjà le projet, ils connaissent déjà l'historique, ils connaissent déjà toi. Il y a 13 000 clients aujourd'hui. Bon, il y en a une petite centaine qui sont actifs, mais cette centaine-là, elle est très précieuse. Hein, et particulièrement dans les gens qui critiquent. Donc là, ils sont là tout le temps, les gens. On croirait qu'ils n'ont pas de vie d'ailleurs. Ils sont tout le temps sur le Telegram. Donc c'est une chance, c'est un asset. Ils ont réussi à avoir une communauté engagée, si tu veux. Et pour moi, elle est utilisée à 1,5%. Et alors on la banne, on quitte parce que Mickey pique une crise, donc on arrête le TG, on reprend, etc. Et on banne les publications, y compris les miennes, hein, mes trucs, voilà, parce que soi-disant ça va pas. C'est débile, c'est-à-dire qu'on a de l'or et on a réussi à le transformer en plomb. C'est formidable. C'est l'inverse de Jésus. Ouais, c'est l'inverse de la pierre philosophale, si tu veux. Donc, c'est complètement con. On avait de l'or, on en fait du plomb, venez, il n'y a pas de problème. Vas-y, c'est ça, c'est le bon. Mais bon, en vrai, c'est le problème de beaucoup de boîtes, et tu l'as dit tout à l'heure, voilà, c'est le fait de se renfermer sur soi-même et sur ses certitudes. C'est souvent aussi le problème de beaucoup de boîtes et qui ont du mal à passer ce cap vraiment, encore une fois, de petites startups, voilà, familiales et autres. Au bout d'un moment, voilà, faut être plus structuré. C'est bien la startup pour démarrer parce qu'il faut ce chaos et ce bazar. C'est essentiel dans une startup sur un démarrage. Il faut avoir ça. Si c'est déjà trop structuré comme l'Europe, avec des normes dès le début avant d'avoir démarré, il se passe rien. Voilà, on voit encore une fois chez nous. Enfin, chez nous. Oui, voilà, chez nous papier. Mais voilà, au bout d'un moment, là maintenant, on commence à avoir une certaine taille chez Realty. Il faut cette structure. Il va falloir quand même un minimum de structure pour, malheureusement, encore une fois, pour structurer tout ça. Ça, c'est une certitude. Je reviens un peu quand même sur toi par rapport à ça. Aujourd'hui, ça représente à peu près combien de parts de ton portefeuille
Ça représente 10% de mon patrimoine. Ok. Mais je voulais monter beaucoup plus. Donc là, pour l'instant, ça va rester à 10%. Hein. On va voir ce qu'on va voir. On va voir s'ils sont capables de changer. Donc voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'aspect innovant, etc. Puis tout ce que la DeFi permet, les votes on-chain, etc. D'ailleurs, qu'ils ont pu utiliser pour faire des votes à la con dont on ne pouvait pas voir le résultat. Par exemple, Vervana, tu vois, je ne comprends pas ça. Alors qu'on avait un système transparent, on pouvait voir, etc. Et ce n'était pas discutable. Le simple fait d'avoir changé crée le dit en disant il y a quelque chose à cacher, ou en fait on a décidé de faire ça et de vous le cacher, tu vois. Enfin, je ne dis pas que c'est ce qui a été fait, je dis que ça ouvre la porte à des critiques et à des contestations inutiles sur lesquelles on perd du temps. À partir de là, c'est de la connerie. Il faut être le plus transparent possible. C'est tout. Surtout quand c'est le message de base, encore une fois. Le message de base, c'est ça. C'est la blockchain, c'est la transparence, c'est on dit tout, sauf que c'est vrai que c'est un gros problème, faut l'évoquer, je pense. Ça a été la promesse, voilà. Ça a été la promesse. On va être transparent, on est sur la blockchain, on va dire tout. Sauf que j'ai l'impression que toutes les semaines, c'est quelqu'un de la communauté. Alors c'est la force de la communauté. Et toutes les semaines, déterre les bombes. Quelqu'un qui sort, qui déterre une. Alors parfois c'est des choses qu'on sait et qu'on a déjà sorties il y a 2 ans, il y a 3 ans, et ça revient et ça revient. Ok, on a déjà traité le sujet. Mais des fois c'est des nouvelles choses. Et en fait, c'est pas débunké. Et même si c'est des sujets il y a 2-3 ans, parfois, si ça ressort, c'est parce que ça n'a pas été encore débunké, ça n'a pas été expliqué. Et voilà, donc ça, voilà. Parfois, et ça pollue tout ça. Tu me dis, c'est ça. Ça pollue. Tu as un cercle vicieux voilà, tu as un cercle vicieux qui s'auto-entretient et qu'il faut casser. Parce que moins on dit les choses, plus les gens creusent. Et comme partout dans le monde, les registres de propriété sont publics, c'est normal. Les audiences sont publiques. On va finir par déterrer des bombes non explosées, hein, des UXO, comme on dit ici. Hein. Et ça, c'est pas normal. Et ça entretient. Tiens, il y a un tel qui a déterré que telle propriété nous appartient pas. Ah, ce registre n'est pas à jour, dit Realty. OK, sur une propriété, sur 10 propriétés, ça devient un problème. Et donc, il y a des gens qui téléphonent à la ville en question, au greffe, en disant « Est-ce que ce registre, machin, etc. » Donc, tu vois, il y a une espèce de gens, parce que moins on a l'information, plus les gens creusent, plus les gens ramènent des choses, et plus on entretient un espèce de bruit de fond qui nous perturbe tous, à commencer par les fondateurs qui, sans arrêt, parce qu'il ne se passe pas une semaine, sans qu'il y ait un nouveau missile qui ait été déterré. Et donc, le travail d'un cadre de direction, c'est de calmer tout ça. Parce que si les gens avaient l'info et que quand ils vérifient at random, ça correspond à peu près, les gens, ils sont feignants, ils sont comme moi, ils sont feignants, ils ne vont pas aller gratter. Là, on est dans une spirale de je stresse, je gratte, je trouve des trucs, ça alimente le stress de tout le monde, et pendant ce temps-là, on ne bosse pas. Donc, ça rend l'ensemble des opérations complètement viciées et malaisées, et c'est ce cercle qu'il faut casser. Écoutez-nous, les gibis, s'il vous plaît. Si seulement, ça pourrait être, à mon avis, plutôt pas mal. En termes d'actualité, du coup, on a dit, peut-être pour ceux qui étaient dans une grotte et voilà. Là, on a dit qu'il y avait des échéances importantes. Qu'est-ce qu'il y a comme échéance, du coup, là, qui arrive ? Bon, alors de toute façon, le TRO va être dissous le 27 janvier parce qu'un TRO ne peut pas durer plus de 6 mois. Enfin, un TRO sous sa forme actuelle avec cette ordonnance-là. Donc, il va se passer un truc. Ce qui va se passer, on n'en sait rien. Donc, première échéance, dans 7 jours, de toute manière, ça va tomber. Et si les deux parties ne demandent pas un ajournement du procès, le 27 janvier, on va se retrouver en audience, comme on a fait en plein milieu de la nuit pour moi, etc., avec Annette et les avocats. Il y a aussi qu'en ce moment, à Détroit, il y a des températures négatives, il y a de la neige, il fait froid, et donc le juge a dit, sur 7 propriétés, vous avez 7 jours, pas un de plus, hein, vous devez try harder, c'est ce qu'elle a dit, parce que j'étais à l'audience, comme toi, comme plein d'autres. Elle a dit, les progrès sont réels, sont constatés, il n'y a pas de doute là-dessus, mais it's not enough. Voilà. Et on peut le comprendre. S'il fait moins 10 dehors, pas avoir de chauffage, là, c'est de la mise en danger de vie d'autrui, c'est pas possible, d'avoir des cales pleins d'eau. Donc, il y a 7 jours pour faire, hein, sur un certain nombre de dossiers urgents. Et si la Cour estime qu'indépendamment de nos efforts, que ce n'est toujours pas suffisant, là, on prend des risques de nous coller un administrateur judiciaire et à 650 € de l'heure, le gars, il va travailler péniblement 4 heures par jour, qui va te facturer 8, d'accord? Donc, 6 x 8, 48, on est à 5 000 $ de la journée. Je peux te dire que moi, à 650 € de l'heure, je peux te dire, bizarrement, j'ai un peu mal partout et je vais très lentement.
Hein, j'ai la comprenette qui est très lente. C'est tout à fait normal. Et là, ça va coûter une blinde. Donc ça, voilà, on a 7 jours pour régler un certain nombre de problèmes. Donc voilà les échéances. Il va falloir aussi… C'est quoi c'était Ouais. combien de propriétés qui Sept. posaient problème là? 7 Ok. qui sont en urgence. Il faut juste À mon avis, c'est boucher faisable. Boucher les trous des toitures, le Ouais, chauffage et je crois l'eau dans les basements, dans les sous-sols. L'ordonnance du juge n'est pas délirante. D'ailleurs, elle n'a jamais, pourtant que j'ai entendu, elle n'est pas délirante du tout, cette nana. Je trouve qu'elle est très pro, qu'elle explique pourquoi, elle fait ce qu'elle dit, elle dit ce qu'elle fait, elle explique le pourquoi du comment. D'ailleurs, c'est à ça que sert la justice. Je la trouve très bien. Et donc, si elle a estimé que 7 jours, c'était suffisant, parce qu'elle connaît, elle est sur place, c'est aussi une mère de famille, elle nous l'a dit, elle sait ce que c'est que de réparer une chaudière, il n'y a pas d'histoire. Si elle dit sur cette propriété, vous avez 5 jours, c'est que c'est faisable. Tu vois, donc c'est faisable. Donc, ça doit être fait. Et c'est ça la priorité, et surtout pas me parler du Moyen-Orient en ce moment, parce que ça va me mettre de travers. On va en parler quand même. Mais pour l'instant, on va rester sur Détroit. Mais oui, donc voilà, donc priorité, clairement, du coup, c'était quoi? Jeudi, vendredi, je sais plus. Donc d'ici fin de cette semaine. Ah ouais. Alors, on enregistre la vidéo, on est le 20 janvier, donc on est mardi 20 janvier, dans la nuit pour la plupart d'entre vous. Mais du coup, voilà, donc ça, c'est vrai qu'ils n'ont pas communiqué quand même là-dessus. Hein, donc, ah non, mais là, ils sont complètement à l'ouest. Là, on est mardi. Il n'y a eu aucune communication. Mais à la limite, je m'en fous parce que maintenant, j'attends. Oui, qui bosse là. Voilà, qu'il fasse ce qu'il faut. J'ai pas besoin. On a suffisamment, nous, d'éléments et d'analyses. Le travail, je viens de commettre une vidéo sur l'overview de ce qui se passe. Je n'ai pas besoin qu'ils interviennent pour qu'ils mettent leur grain de sel. Surtout, ça va les énerver. Ce n'est pas bon pour leur tension. Donc, ce qu'il faut, c'est ce qu'ils concentrent. Voilà, ils se concentrent sur le travail. C'est tout. Voilà, qui répare ces sept baraques, que les personnes aussi, en effet, soient dans de bonnes conditions, parce que c'est ça, on fait aussi de l'immobilier avec des gens derrière, hein, c'est ça aussi les real world assets, on est dans la vraie vie, on n'est pas sur un Dogecoin ou un Shiba Coin ou une connerie comme ça. Oui. Là, voilà, il y a des gens qui sont en train de se cailler le cul aussi à Détroit en ce moment. Donc, il y a aussi cette réalité au bout d'un moment, et ce serait bien, oui, on a investi dans des classes C, ça en toute connaissance de cause. Donc, tout le monde savait que c'est quand même sur des logements entre guillemets, voilà, un peu défavorisés. Ça, il faut en être conscient dans quoi on investissait, en tout cas sur la plupart des propriétés. Mais par contre, il faut que ce soit décent pour les locataires. Et ça, c'est quand même la limite qu'il faut, enfin voilà, la limite acceptable, comme on dit. Et la limite, c'est quand même d'avoir un toit qui n'a pas un trou et qui pleut pas dans la maison, qu'on ne se paye pas le cul, il fasse pas moins 10, moins 15, parce que là-bas, c'est assez trash, hein. Et que ça pue pas le moisi avec des rats et voilà quoi. Mais c'est le minimum, c'est le minimum. Et en plus, c'est très très mauvais pour notre image que ça fuite dans la presse, qu'il y a des rats, des caves pleines d'eau, des trous dans les toits, des squatteurs. Enfin, ça va pas quoi. Donc non, c'est pas tolérable. Et ça, classé ou pas classé, on peut pas gérer le parc comme ça. Non, ça. Et puis encore une fois, et ça aussi c'est un point important. Si aujourd'hui, ils n'ont pas la capacité à gérer autant de propriétés, même s'ils ont lancé New Destroy et machin, voilà, s'ils n'ont pas cette capacité, déjà, on revend des propriétés. Je pense que ça va être un point important dans les solutions. Il va falloir revendre. Aujourd'hui, ils n'ont pas la capacité de gérer autant de propriétés. Et dans tous les cas, là, il va falloir retrouver de la liquidité, donc il va falloir vendre. Ça, c'est une certitude. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses sur ça. Alors, tu prêches un convaincu parce que depuis le temps que je fais mes vidéos, je fournis un fichier à la communauté qui est téléchargeable dans lequel il y a un plan d'action. Et dans ce plan d'action, il y a s'alléger de 50% sur Détroit. C'est-à-dire de vendre parce que pour diminuer le goulot d'étranglement, pour nous sécuriser, sortir, tu vois, donc il y a 566 adresses, donc 250, tu t'en vends 280, alors on ne les vend pas n'importe comment, à n'importe quel prix, bien sûr. Hein, on refuse de perdre de l'argent, on veut même en gagner. Mais si j'ai une offre d'achat, même sur une propriété rénovée, où le prix prend en compte le coût des rénovations, etc., les Gibis récupèrent le coût des rénovations, nous on prend plus 5% et on vend, et c'est une propriété qui ne nous emmerdera plus. Donc oui, pour des logiques, des questions de rééquilibrage de portefeuille, déjà, de déstress de la communauté, on vend 50% du portefeuille pour se déployer ailleurs. Attention, ça ne règle pas leurs problèmes de méthode en général. Moi, je ne réinvestirai pas tant que je n'ai pas des due diligence, des process, parce que ça doit être une boîte de process.
Tu sais, l'excellent Warren Buffett que je lis, que j'écoute religieusement, qu'est-ce qu'il te dit? C'est ma phrase fétiche de Warren Buffett. Il dit, je n'achète des entreprises qui peuvent être dirigées sans problème par un jambon-beurre. Ça veut dire que qui que tu sois que tu mettes à la tête, les process sont tellement bulletproof que tu peux mettre un gros incompétent à la tête, ça ne se cassera pas la gueule. Ça connaîtra quelques OK peut-être, mais ça ne se plantera pas. Et il faut arriver à ce stade avec Realty. C'est-à-dire les process sont tellement bons, tellement verrouillés, etc. Il n'y a rien qui peut passer que, bon, de toute façon, on achète des propriétés, les gens, ils suivent, ils sont payés pour suivre un process. Et puis là, tu es sûr que les taxes sont payées, machin, qu'il y a tant de personnes qui surveillent tant de propriétés et qu'on est étanche. Et là, on peut aller partout dans le monde. Oui, après, chaque juridiction est aussi un peu différente. Différente, mais on s'en fout. Il y a quand même un process qui t'assure que tu as les titres, etc., que tes obligations soient remplies, et voilà, c'est tout. Justement, en parlant de ça, qu'est-ce que tu penses des dernières ventes, notamment en Colombie, au Panama? Alors, je suis très surpris. J'ai fait une vidéo il y a longtemps sur la VFA, sur ce que c'était que la VFA. Et pour moi, c'est du trapèze volant à 15 mètres de haut avec saut périlleux arrière, la VFA, parce que on te vend des plans d'architectes qui sont faits pour que tu achètes. Mais en réalité, après, derrière se montent d'autres plans que tu ne vois jamais, qui sont les plans d'exécution, c'est-à-dire qui t'indiquent où passent les câbles et les tuyauteries. Et là, c'est le domaine de toutes les magouilles et de tous les petits arrangements entre amis. Parce que le chef de travaux a son frère qui est fournisseur du tuyau qui va bien, mais on ne prend pas le bon tuyau qui correspondrait, donc on prend une section un peu inférieure, etc. Et c'est que des magouilles dans le bâtiment comme ça. Donc, ce qui sort de terre, eh bien, n'a souvent que vaguement à voir avec le plan de départ. Ou alors, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes, on a agencé les appartements. Je n'ai pas vu un appartement sortir en VFA qui soit conforme au plan de départ. C'est un peu normal parce qu'on s'adapte. Puis après, dans les pays en développement, fréquemment, il y a des exigences d'infrastructure en disant tu me construis une route, tu me construis une station de nettoyage de retraitement des eaux, et puis le mec le fait pas. Et puis comme on sait que l'État est faible et qu'il ne viendra pas vérifier, ça passe à la trappe. Donc résultat, les eaux usées sont mises dans le champ d'à côté, mais ça ruisselle et ça revient dans la propriété. Enfin, tu vois, tout ce genre de conneries, voilà, c'est bon. Donc, proposer de la VFA, je suis pour le moins extrêmement interloqué. Parce que comme il y a un manque de maîtrise professionnelle caractérisé sur des marchés qu'ils connaissent, c'est-à-dire le Nord-Amérique, très proche du Canada, aller se foutre en Colombie, très loin, où s'il y a le moindre problème, c'est 5 heures d'avion ou 4 heures d'avion pour vérifier et avoir des reports. Parce que sur les VFA, tu as des appels par tranche, tu sais, hors d'eau, hors d'air, fondation, etc. C'est très, 5%, 10%, 15%. On devrait, nous, avoir des tableaux qui nous disent telle propriété en est à tel versement, etc. On n'a rien de tout ça, c'est pas carré. Et telle date de mise en exploitation. Donc, augmenter la VFA, pour moi, aujourd'hui, comme je le ressens, ça n'est que mon point de vue, c'est augmenter les problèmes. Hein. Et surtout qu'ils viennent d'abandonner les Vigo. Et ça, c'est pas sérieux. Alors, c'est pas d'abandonner des projets qui est un problème, c'est normal. Ici, au Vietnam, moi, j'ai un taux d'abandon de 50%, parce que quand je fais mes due diligence, je m'aperçois qu'il y a une merde dans les papiers. Bon. Tu mets pas 3 mois à te rendre compte que tu as une merde sur une VFA. Ça, c'est pas vrai. Donc, je ne comprends pas. Ça ne va pas. Donc, ils ont abandonné les Vigo au bout de 3 mois, avec des remboursements… Est-ce que c'est eux qui ont abandonné? Est-ce que c'est finalement le contracteur qui leur a dit d'aller se faire foutre parce qu'il ne voulait pas être mêlé? Ouais, non, mais à partir du moment où tu as un contrat de signé, le contracteur, il ne peut plus. Hein. Tu dis non, mais attends, c'est stop. Hein. Donc, ça veut dire que ça n'a pas été signé. Donc, ça ne va pas. Donc, je suis un peu interloqué. Pour moi, c'est multiplier les problèmes dans une phase où Realty reste extrêmement fragile, d'accord, et est en limite de la rupture d'anévrisme professionnel à chaque instant. Avec des gens qui sont pas dimensionnés pour la taille du problème. Donc aujourd'hui, on fait passer du 400 000 volts dans des gens qui peuvent supporter du 12 volts. Donc tout le monde est en surchauffe invraisemblable et augmenter, si tu veux, sur de la VFA loin, pour moi, aujourd'hui, c'est pas raisonnable. Mais ça n'est que mon point de vue. Les gens achètent. Non, ils ont raison. Maintenant, les faits sont là. Les gens les ont achetés. Donc bon. Ok. Et là, tu as suivi un peu justement ces dernières ventes. Est-ce que se sont un peu vendues? Parce que clairement, le dernier projet en Colombie, à Carthagène, avec zéro information. Zéro info. Non, mais c'est plus que là, il y a vraiment zéro. Je crois que j'en ai jamais eu autant avec aucune info. Et là, c'est
Vas-y, c'est à Ah, mais là, je Carthagène, sais et c'est tout. exactement. Sur un, ils ont vendu 990. Donc, sur un Carthagène, il y a eu 985 tokens de vendus. Et sur deux Carthagène, il y en a eu 601. Donc, c'est quand même pas mal, hein. Presque 1000, donc presque 1600 tokens. Ouais, ça te fait quand même du. Ouais, c'est plutôt. C'est quand même plutôt pas mal. Ben, Enfin, c'est c'est pas pas mal. mal. Alors, c'est pas mal. Avec Non, mais zéro info, c'est pas mal. ça veut dire que la commu, quand même, continue d'y croire. Et c'est bien. C'est ce qui fait que ça tourne. Maintenant, tout homme a une limite. Je trouve qu'on joue dangereusement avec le feu. Et que, parce que le jour où ça va partir en sucette, si ça doit partir en sucette, ça va être d'une violence rare. Et en une journée, tous détricotent, hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut intervenir tout de suite, mais ça fait 8 mois qu'il faut intervenir tout de suite. Et là, bon. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a eu rien de fait, hein. Non, non, il y a eu NDPM, etc. Mais pour moi, ça n'est pas suffisant. Ça ne me satisfait pas. Voilà. Oui, là, il faut un peu thérapie de choc. Enfin, là, il faut une décision un peu. Enfin, vraiment Oui. symbolique dans le sens où, en effet, bah, et je pense qu'on est aligné là-dessus, il faut, là, on nomme un CEO parce qu'il a telle expérience, il a bossé pour telle boîte, il a restructuré la chose et autres, et de se dire, voilà pourquoi on l'a choisi, et c'est l'homme de la situation, parce que, honnêtement, aujourd'hui, nous, on n'est plus les personnes de la situation par rapport à ces problématiques que l'on ne connaît pas, et ainsi de suite, et voilà. Enfin, pour moi, ce serait le meilleur choix aujourd'hui. Bon, je pense que c'est une utopie, mais voilà. Alors, ils en parlent, si tu veux, ils en ont parlé une ou deux fois du bout des lèvres. Ouais. Puis après, on n'entend Ouais, plus rien parler. C'est typique de la DJB, de la communication gibitesque. Il y a comme des fusées. Tu vois le truc tirer, ça fait le bouquet, et plouf, ça s'étiole en fumée, et c'est pas suivi. Ah, ils en ont parlé deux fois, je me Une rappelle une fois, mais en disant que ce serait pas pour tout de suite, ce serait pour dans plusieurs années. Moi, à la fois, Ah non, je me non, non, rappelle, non. ils en ont parlé une fois. Ils ont dit, Ouais. c'est pas pour dans 5 ans, pas pour dans 4 ans. Donc, genre, c'est pour tout de suite, hein, je l'ai encore. Ah non, non, non. Ok. Mais, et là, il n'y a rien qui se passe, et tout est abandonné, mais parce qu'ils sont, je me mets à leur place aussi, hein, ils sont sous une tension pas possible. Et quand tu es sous une tension pas possible, ça n'est pas gérable. Tu ne prends pas de bonnes décisions quand tu es surexcité, que tu as la tête en bas. Ça n'est pas possible. Et d'ailleurs, toute son équipe, le Mickey, il a la tête en bas, d'accord, puisqu'il pète les plombs régulièrement. Tout le monde, je pense que tout le monde a la tête en bas chez Realty. Ben oui, c'est logique. Et ça, faut se calmer aussi. Oui, et c'est pour ça que c'est pas mal de pas avoir de communication là un peu. Je sais pas s'il y a un CC qui est prévu cette semaine ou pas, mais je pense qu'il n'en faudrait pas. Voilà. Je suis d'accord. Parfois, et même ça, tu vois, c'est bien et on va pas, sincèrement, j'étais le premier à dire c'est cool d'avoir des CC chaque semaine et tout. Mais en vrai, là, en ce moment, déjà, faut qu'ils se concentrent sur l'essentiel et c'est pas ça. Sur des CC pour nous raconter du vent, voilà, au bout d'un moment, c'est pas l'essentiel. Je pense que voilà, bosser, avancer, donnez-nous des choses concrètes. Quand vous venez parler, donnez des choses concrètes. Voilà où on en est. On fait une petite présentation, tu vois, vaut mieux une fois par mois. Une petite présentation, dire voilà où on en est, les éléments factuels et pas des mots qui partent et qui, promesse dans 2 mois, on va faire ça, et 2 mois après, j'avais mis ça sur la liste, je l'ai dit, je me rappelle pas. Oui, voilà. Et puis après, tu te retrouves avec une liste longue comme un bout de papier cul. Alors, les RWA, on ne sait plus ce que c'est devenu, mais promis, la semaine prochaine, je vous fais le topo. Ça fait des mois, etc. Ça vaut plus rien. On s'est fait bouler par la Suisse parce qu'on n'est pas foutu de suivre l'administratif. Donc, on s'est pris une prune de 150 francs suisses parce qu'on est beaucoup trop riche, tu comprends. Donc voilà, donc c'est pas grave, on jette ça par les fenêtres. Pas grave, ce n'est que de l'argent. Voilà, tout est comme ça. Donc, il y a une longue liste de trucs non adressés qui s'accumulent et qui créent du ressentiment dans la communauté et de l'inquiétude et de l'angoisse chez eux. Et tout ça, c'est pas bon. Il faut complètement casser ce rythme-là et cette façon de fonctionner. On est d'accord. C'est quoi le plus gros risque là pour toi, là aujourd'hui là? Il se pourrait que s'il y a une grosse boîte bien capitalisée qui voit ce qu'il faut faire, qu'il les rachète. Parce que c'est le moment. Moi, je serais eux, c'est le moment de racheter parce que ça vaut pas trop cher. Qu'est-ce qu'ils ont? Tu rachètes la technologie, donc tu rachètes le moteur, etc. Mais après, comme il faut tout refaire de fond en comble et probablement réinjecter beaucoup de capital, donc j'estime, tu vois, 20, 25 millions, 30 millions, etc. pour repartir sur des bonnes bases. Une boîte structurée qui a du pognon pourrait les racheter. Alors ça, ce serait pas forcément un mal pour nous, hein, parce qu'on partirait avec d'autres. Alors, ça perdrait complètement en intensité, en passion, etc. Parce qu'il n'est pas dit que si c'est un grand groupe qui rachète les CC tous les mois, tu peux te l'arrondir à la cuillère à bois. Mais au moins,
ils te planteront pas, voilà, tu auras des trucs beaucoup plus structurés, ça sera moins rigolo. Parce que les CC avec les JB, c'est rigolo. Voilà, les écouter, bon, jusqu'à un certain point. Donc voilà, je ne crois pas qu'aujourd'hui, ils se plantent. Non, je ne pense pas qu'ils vont se planter. Je pense pas qu'ils vont se planter, mais ils pourraient très bien décider, par surpression, de vendre, de faire une fire sale. Ils ont une offre, allez donc à la retraite, je ne sais pas, pour 20 millions. Cassez-vous, on ne veut plus vous voir, on prend tout, on reprend tous les gens évidemment, et puis après on fait le ménage au fur et à mesure. Ça pourrait très bien arriver. Ok. Bon, bah, c'est quand même, ça reste positif, c'est bien dans l'idée. En tout cas, on ne perdrait pas tout et voilà. Ah non, on ne perdrait rien. On perdrait rien. C'est juste en effet l'essence de Realty changerait, mais est-ce que ce serait pas, encore une fois, c'est ce qu'on préconise, je pense, mais est-ce que ce serait pas ce qu'il faudrait au bout d'un moment? Encore une fois, quand tu mets $50, $100, allez, $1000, le côté un peu fun de la chose, why not? Mais bon, je pense que tous les deux, on a quand même des montants aussi importants. Au bout d'un moment, les choses, il faudrait que ce soit un peu plus structuré et finalement une vraie boîte structurée pour aller aussi au-delà et continuer à investir. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui. Pas complètement, à 100%. Voilà. On a tout dit, hein, de toute façon. Hein. Et c'est ni miraculeux, ni extraordinaire, ni fantastique. Tu vois ce que je veux dire? C'est que des trucs de bon sens, à mon avis, qu'on a dit. Il n'y a rien de génial. Hein. Voilà. Et du coup, est-ce que c'est le moment d'aller au Moyen-Orient? Alors, moi, je n'investirai pas un rond dessus pour le moment, parce que je vais regarder. Mais moi, je veux comprendre les endroits où on va, quels sont les deals qui sont passés, et ce que le partenaire fait, parce qu'après, tu vois, en Colombie, il y avait un gars, Phil Forshaw, qui était censé sourcer, etc., méga disparu, on ne sait pas pourquoi, les tenants et les aboutissants. Je ne veux plus de ce bricolage. Je veux savoir avec qui on bosse, qui fait quoi, etc., qu'est-ce qui nous garantit. Parce que là, attention, ce n'est pas les mêmes mentalités qu'aux États-Unis. Culturellement, c'est différent. Il faut prendre en compte le paramètre culturel, rapport au fric, rapport tout ça. C'est hyper important. Donc, il faut s'adapter avec le partenaire, etc. Il faut bien être en phase, etc. Et surtout, c'est comme dans un mariage. Lorsqu'on est prudent dans un mariage, lorsqu'on est avisé, on prévoit le jour du mariage les conditions du divorce. De même que dans tous mes contrats avec toutes mes entreprises, j'ai toujours prévu les clauses de sortie à l'embauche. Elles étaient dans le contrat de travail. Comme ça, le jour où on ne s'entend plus, on ne se bagarre pas éternellement, qui sont des enfantillages devant les tribunaux. Il y a un barème qui est mis en place, etc. L'entreprise paye le barème et ciao, et pas de discussion. Et ça, il faut le faire. Donc, quand on a des deals comme ça, tu vois, c'est pas seulement de négocier un deal. Le truc important, c'est demain, on ne peut plus se blairer, chacun pense que l'autre est un gros connard. On se sépare comment? Il faut le prévoir tout de suite et se mettre d'accord tout de suite pendant qu'on s'entend. Et ça économise un max de blé. Donc, voilà ce que je dis dans les nouveaux deals et les nouveaux pays. Après, moi, il y a comme une interrogation, clairement, c'est aujourd'hui, Realty n'a jamais réussi, je dis jamais, en tout cas pas à ma connaissance, peut-être la facturage, mais c'est tellement obscur ce truc, je préfère ne pas en parler, jamais réussi une collaboration. Donc pour tous ceux qui ont un peu d'historique quand même chez Realty, il y a eu pas mal de pseudo-collaborations qui ont disparu très vite, en général, parce qu'ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord avec, je crois qu'il y avait Roofstock ou des trucs comme ça, qui n'ont jamais eu à se mettre d'accord avec ces sociétés-là. Parce que je ne sais pas, je n'étais pas à l'intérieur, mais en tout cas, voilà, c'est quand même, moi je me pose la question quand même, en 5-6 ans d'existence, comment tu ne peux réussir aucune collaboration avec une autre société? C'est quand même un peu bizarre, et c'est pour ça aussi qu'ils ont décidé d'aller avec quelqu'un, on va dire, d'indépendant comme Phil Forshaw pour la Colombie. Ils l'ont même eux-mêmes expliqué, c'est parce que c'était plus simple pour eux de gérer ça. Bon, moi, j'apprécie beaucoup Phil Forshaw, il fait son maximum avec les conditions qui sont les siennes, peu importe. Mais en effet, je pense que quand tu vas dans un pays, le plus simple, c'est une boîte qui a quand même un track record, qui a déjà fait, je sais pas, quelque chose de sérieux, quoi, qui a déjà fait plein d'opérations immobilières. C'est quand même plus sécurisant pour nous, quand même, d'aller avec ce genre d'entreprise qu'un individu. Ça, c'est une certitude. Tu sais que tu viens de mettre le doigt sur un truc que je n'avais pas pleinement réalisé, mais que là, ça vient de me flasher le cerveau. Tu as totalement raison.
très grosse faiblesse, parce qu'être incapable de manière récurrente de nouer des partenariats dans la durée, et sur l'immobilier, ça dure 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, quand on s'entend, et avoir des partenaires valuable, c'est priceless. C'est comme avoir des amis fidèles. Ça n'a pas de prix, donc ça a une valeur énorme. Effectivement, le fait qu'ils n'ont jamais réussi et que ça part toujours plus ou moins en autre boudin quand ce n'est pas en conflit avéré, est un truc sur lequel ils devraient réfléchir sur eux-mêmes. Parce que ne pas réussir un partenariat, ok, l'autre est un connard, on est d'accord. L'autre, ne pas réussir 5 partenariats, là, ça commence à être plus embêtant. Ne pas en réussir 15, etc., ou que ça foire, là, c'est moi qui ai un problème. Non, mais même avoir 15, mais, mais au bout d'un moment, voilà, comme partout, comme toute relation, au bout d'un moment, c'est jamais 100% l'un ou 100% l'autre. Voilà, c'est important de se remettre parfois en question. Et c'est vrai que, voilà, comme je dis, en 5-6 ans d'existence, il y a eu, ça n'est jamais arrivé, une bonne collaboration. Et pourtant, il y en a eu beaucoup qui ont été annoncés, hein, vraiment. Et encore une fois, beaucoup, dans 15 jours, on a noué un partenariat avec lui. Il va venir sur le CC nous expliquer. À chaque fois, on n'entend plus parler. Voilà, il n'y a que Roofstock qui est venu une fois et finalement, ça ne s'est pas fait. Et puis, on a eu 3 maisons voilà, en Alabama. Et puis après, voilà, ils ont disparu parce que c'était plus intéressant. Je suis allé parfois sur le site. Bizarrement, il y avait exactement toujours les mêmes propriétés et avec les mêmes rendements annoncés. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit ça le problème. Voilà, c'est d'autres choses. Encore une fois, on n'est pas à l'intérieur, on ne sait pas ce qui s'est dit et pourquoi, mais on peut, tant qu'il n'y a pas de communication, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut que supputer de choses et forcément, quand on communique pas, quand on n'explique pas pourquoi ça ne s'est pas fonctionné, en tout cas, on se fait des films. Est-ce que tu as encore d'autres choses à rajouter sur Realty? Ah non, sur Realty, bon, c'est le Far West, c'est Dallas, etc. Mais il y a une certaine lassitude qui s'installe. Personnellement, j'aimerais bien que les conneries, la musique s'arrête et que tout le monde s'assied et qu'on avance différemment parce que ça finit par me fatiguer. C'est très amusant, mais ça finit par ne plus m'amuser. Pourtant, j'ai le sens de l'humour, hein. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est clair. Ça se marre bien avec toi. Mais voilà, même moi, tu vois, qui est quand même toujours été défenseur de Realty, défenseur. J'ai toujours essayé d'être juste. Après, forcément, j'ai mon biais psychologique, ce qui est logique. J'essaie de dire les choses telles que je les ressens. Mais c'est vrai que là aussi, il y a une lassitude. C'est clair, 2025, là, depuis un moment, il y a une lassitude. C'est important. Ça fait un peu chier. Voilà, on va se dire les choses. Ça fait chier. On espère en tout cas que tout va bien se passer. C'est une semaine décisive. J'espère que les bonnes décisions et les bonnes actions vont être mises en place de leur part. Voilà. Tout pareil, mais plus. Tout est dit. Voilà. Voilà. Ça, tout est dit là-dessus. OK, et on va clore le chapitre Realty. Et, yes. Est-ce que tu as d'autres projets sur la tokenisation immobilière que tu suis, dans lesquels tu investis? Dis-moi. Alors, j'ai voulu rentrer sur Rental. Et là, pareil, ça n'a pas été très pro. Parce qu'ils me disent, toi, tu habites au Vietnam, donc tu pues du cul parce que tu es sur la liste machin qui ne va pas et donc tu es sur la liste d'interdiction. Réponse pas pro du tout parce que je suis allé sur le fameux site qui fait les listes, c'est faux. Il n'y a que 3 pays dans le monde qui sont en interdiction totale. La Corée du Nord, la Libye, etc. Après, il y a toute une zone grise où est le Vietnam, mais où est Monaco aussi, par exemple, tu vois. Et donc, je les ai trouvés pas cool de ne pas prendre ça parce que ce n'est pas leur problème. Et je voulais vraiment faire du rental et je n'ai pas pu. Donc, à cause de ça. Donc, je reste. Alors, comme je pense que l'immobilier tokenisé va prendre de l'essor, il y aura d'autres boîtes, il y aura d'autres choses. Donc, j'attends que des choses sortent en Asie. Et je vais te donner un truc en exclusivité. J'ai été contacté il y a 2 mois par une boîte coréenne. Et c'est là, regarde les Asiatiques, comment ils font. Ils ont regardé la totalité de mes vidéos, y compris celles où je parle de cul, de machin, de wingfoil, de sport, tout. Ils ont tout fait traduire en coréen. Tout. Et ils ont dit, bon, toi, for some reason, tu nous intéresses. J'ai fait 2 heures en face de leur board, 10 personnes. Et ils me disent, nous voilà, on est un fonds d'investissement, on s'intéresse à la tokenisation immobilière. Viens nous en parler. Ils m'ont filé un petit billet pour en parler pendant 2 heures de mon expérience, etc. Mais ils partent avec une dotation de 300 millions de dollars. Alors, je ne sais pas où ça en est, je n'ai pas de nouvelles, etc., etc. Mais tu vois,
Il y a des trucs, si ce n'est pas eux, ce sera leur frère, tu vois, il y a des trucs dans le pipe. Donc, je vais surveiller s'il y a des trucs en Asie. Et comme je suis un passionné d'immobilier, ça m'intéresserait de le faire, mais pareil, en contrat de 6 mois, de façon à ce qu'on puisse me virer ou que je puisse moi-même m'auto-éjecter en 6 mois. Pas de pression, pas de salariat contraignant, etc. Je fais ça parce que ça m'amuse, que ça me plaît et qu'on fait quelque chose de sympa. Donc, voilà. Donc, je reste à l'affût. Mais enfin, à l'affût, cool, hein, j'envoie pas de CV. Ok. Bon, c'est bien. Déjà, merci pour l'exclu. Et en effet, bon, encore une fois, on est aux prémices des RWA, hein, enfin, sur la partie immobilière et tout. Donc, c'est que le début. Alors, forcément, au début, on essuie un peu les plâtres, hein, et, il y a des choses qui se passent bien et autres. Juste encore une fois, par toute transparence, comme vous savez, du coup, je suis ambassadeur francophone de Rental. Voilà, je préfère le dire et toujours être transparent. C'est important de le rappeler. Un peu, je leur passerai un mot quand même par rapport au Vietnam. Voilà. En tout cas, Hong Kong n'a pas l'air de leur poser problème pour l'instant. Non, mais non, ce que j'aime pas, c'est leur réponse. Il me dit tu es sur la liste des pays interdits. Ce n'est pas vrai, factuellement. Je suis en zone grise. Et la zone grise, comme on dit, il n'y a pas vraiment d'interdiction et il n'y a pas vraiment, c'est pas de green light non plus. Mais à mon avis, ils pourraient faire. Enfin bon, ça c'est. Je pense qu'ils veulent pas prendre de risques et voilà. Bon, après bon. ça peut se comprendre, mais bon, peu importe, c'est pas le sujet. Mais ok, donc bon, c'est clairement il y aura des projets qui vont sortir. Alors il y en a un à Bali, mais qui est un peu qui est pareil, qui se passe pas très bien en ce moment avec Binarix, mais qui est un peu chelou. Je sais qu'il y a pas mal de boîtes aussi là. Bali est pas mal cité en ce moment pour aller investir, parce que c'est le meilleur endroit. Je trouve que c'est un peu saturé. Bali, c'est pas le meilleur. Franchement, c'est pas le meilleur endroit. Je pense qu'il y a beaucoup mieux. Je connais, donc je connais parce que j'ai extensivement voyagé dans toute l'Asie. Voilà, donc oui, je pense qu'il y a beaucoup mieux, oui. Ouais. Non, mais clairement. Après, c'est toujours le problème aussi de l'Asie, c'est par rapport à la propriété. Quand même beaucoup de pays où tu peux pas être propriétaire. Donc, il y a aussi ces problématiques-là aussi et comprendre que c'est vraiment très différent des pays occidentaux, l'immobilier en Asie. Donc, il faut quand même aussi avoir ça en tête. Mais bon, on verra. Et mais après, voilà. Est-ce que la Corée, le Japon, c'est bon, vu la démographie aussi dans ces pays-là. Exactement. Les baraques, ils défilent à $1. Attends, il n'y a que des vieux au Japon. Non, mais c'est. Non, mais bon. C'est pour ça que je comprends que ça les intéresse d'aller investir finalement en Asie du Sud-Est où vraiment là, il y a du dynamisme. Mais bon, c'est vrai qu'en Corée et puis au Japon, voilà, c'est un peu le déclin aussi, un peu comme nos pays occidentaux, voire même presque pire. Ok, et ben parfait. Est-ce que tu investis dans d'autres choses? Parce que Realty, finalement, tout ça, c'est 10%. Dans quoi tu investis en général? J'ai des investissements, pour ne rien me cacher, j'ai une tontine à très long terme. Alors, la tontine, c'est pas très connu, mais ça marche très bien. Ça consiste à mettre une somme fixée tous les mois avec 10 000 sociétaires, donc j'ai pris sur 20 ans, et tous ceux qui clament en cours de route, donc l'argent reste aux bénéficiaires. Voilà. Donc, en fait, on partage ce qui reste et les fruits entre les survivants à l'issue des 20 ans. Donc, et ça, c'est un truc que j'ai depuis 18 ans, donc elle va bientôt sortir. Donc, c'est très bien. Voilà. Donc, je suis pour les investissements, enfin, dans ma façon d'investir, je suis pour les investissements longs et où je comprends, donc long, je veux dire avec du recul, on peut absorber les crises, etc. Et je comprends ce que je fais. Voilà. À part ça, j'ai un peu de Bitcoin et j'ai un petit peu de Bitcoin parce que je pense que ça va, hein, mais pareil, autant long. Et puis après non plus, tu vois, à 56 ans, tu consommes, c'est-à-dire aujourd'hui, je veux faire du sport, je veux voyager, etc. C'est pas à 80 ans. Donc, il y a aussi une logique différente que quand tu es à 40 ans, tu sors en capital parce que tu veux profiter de la vie. C'est moins important d'économiser. Tu vois, enfin, c'est un petit peu différent. Ça dépend de ton âge où tu en es dans ta trajectoire de vie. En effet, aujourd'hui, tu te dis que tu peux prendre un peu aussi sur le capital et que tu l'as bien mérité avec tes efforts, ce qui est important. Ok, donc un peu de ta tontine, la crypto, enfin du BTC. Non, ils sont pas de bourse du coup? Pas de bourse du tout, parce que là, ça me casse les. Pourtant, quand je vois les performances du S&P sur les 25 dernières années, je me suis dit, ah putain, mais quel con. Comme Chirac, elle a dit ça, putain, mais quel con. Mais bon, ça, c'est un truc. J'ai du mal, je ne sais pas pourquoi, je ne rentre pas dans le système, les ordres d'achat, les machins, etc. Il y a des tas de youtubeurs qui sont très à l'aise là-dedans et qui t'expliquent comment faire. Je ne me sens pas à l'aise là-dedans, alors j'y vais pas. C'est tout, mais ça, c'est moi, hein, c'est perso. Hein.
Pour un mec qui suit Warren Buffett, tu l'as pas suivi sur ça. J'aurais dû. Alors lui, quel cador, sans déconner. On est d'accord. Et ça, tu as dit quelque chose de très important. Et c'est vrai que pour des personnes peut-être plus jeunes, le temps long, encore une fois, quand on investit, c'est sur le temps long. Et se dire, oui, c'est vrai que là, on reviendra rapidement sur Realty, mais oui, c'est une mauvaise passe, ça fait 1 an. Mais l'idée de base, Realty, c'était pas. On parle d'immobilier. L'immobilier, ça se fait pas en 6 mois, ça se fait pas en 1 an. Voilà, donc c'est quand même sur du temps long. Donc oui, il y a une année un peu complexe. On espère que l'année qui arrive va être plus clémente, en tout cas avec des meilleures performances. Mais encore une fois, voilà, investir, c'est sur le temps long, c'est important et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Sinon, vous pouvez faire du casino ou du trading si vous voulez, mais c'est plus du jeu là. C'est plus, mais c'est différent. Donc oui, il y a des perspectives de gains qui peuvent être beaucoup plus importantes, mais surtout des grosses perspectives de pertes. Et encore une fois, s'il y en a qui gagnent, c'est qu'il y en a beaucoup qui perdent. Il faut bien l'avoir en tête. Et il y a plus de chances que ce soit vous, petit particulier, que les grosses boîtes. Voilà. Absolument, absolument. Donc voilà, il faut bien l'avoir en tête. On va parler de ta chaîne YouTube aussi, donc, qui s'appelle Vague de Liberté. Forcément, avec un nom comme ça, on ne pouvait que s'entendre. Ça, c'est logique. C'est encore une fois, la liberté, c'est ce qui en est le plus précieux. Comme je dis dans pas mal de vidéos, c'est ce que chacun, moi je comprends pas, est-ce que chacun devrait viser la liberté avant toute chose. Si on se fait chier à investir, si on se fait chier à acquérir aussi l'argent, parce que l'argent, encore une fois, n'est pas une finalité. L'unique but, c'est la liberté pour soi, sa famille. Voilà, ça c'est vraiment pour moi l'essentiel. Pourquoi tu as créé cette chaîne du coup? Par inadvertance, je dirais. Parce que comme j'ai du temps en ce moment et que j'aimais bien parler, etc. Donc, mais ça c'est toujours, c'est depuis 50 ans. Hein, donc voilà. Donc j'ai commencé à 0 francs, 0 abonnés, 0 centimes. Et puis ça s'est mis à, je dirais pas croître en bolire, mais c'est un petit peu, oui, là j'ai 355 abonnés et tous les jours ça gagne. Et puis je voulais parler de ce que c'est que, bon, en gros, ma vie, mon œuvre, qui n'est pas d'ailleurs intrinsèquement passionnante, mais Realty me fournit une matière absolument à épisode, absolument délirante et totalement imprévue. Mais je raconte d'autres choses parce que la liberté, ça se décline pour moi sous plusieurs aspects. C'est la liberté financière, c'est-à-dire la capacité de faire ce que tu veux, de sortir au restaurant quand tu as envie, ou de te payer une montre à 50 000 $ si tu en as envie, comme dirait l'autre. Et ça, c'est exact, c'est la liberté de ne pas être trop contraint, sans avoir pour autant de verser dans les goûts de luxe ou avoir à démontrer que tu achètes des t-shirts à 500 boules qui tomberaient de l'enfantillage. Mon t-shirt, là, il vaut $1,5, voilà, et ça me suffit bien, si tu veux, en service rendu. Donc, la liberté. Après, la liberté, c'est aussi l'entretien de sa condition physique. Donc, c'est beaucoup de sport, etc. Parce que si on est cancéreux, diabétique, etc., et surtout à mon âge où on est prône à ce genre de trucs, donc ça veut dire l'entretien de soi est une forme de respect de soi-même et participe de cette liberté et permet l'exercice de cette liberté. Donc, il y a tout un volet sport et je dis aux gens, il faut bouffer. Et c'est plein de trucs. Il faut bouffer correctement, il faut dormir correctement, il faut faire du sport tous les jours. C'est archi connu, encore faut-il le faire. Donc, il faut se maintenir en état. Il faut maintenir sa carcasse en état positif et ça commence assez tôt si effectivement on ne veut pas terminer en maladie longue durée à partir de 60 ans où ça commence à merder plus ou moins. Hein, voilà. Donc, c'est une variable de la liberté. Et puis ensuite, je parle de tout ce qui est relations humaines, etc. Entretenir un rapport positif aux gens, aux choses, au monde. Voilà. Donc, et là, excellente transition avec la suite. Vivre dans des systèmes concentrationnaires, parce que pour moi, aujourd'hui, l'Europe est un projet totalitaire, d'accord, où la seule chose qu'on fait, c'est augmenter les taxes sans rien en retour, sans contrepartie. On te dit, il faut pisser dans le bocal, aller à droite, mettre des bouchons et ça doit être comme ça, et 5 fruits et légumes par jour. Ça, c'est pas de la liberté. Ça, c'est du camp de concentration à ciel ouvert. Voilà. Et donc, la liberté, c'est la capacité d'être mobile. Et aujourd'hui, je suis au Vietnam parce que le pays me convient. Je vois des tas d'abrutis, qui n'arrêtent pas de me poser la question toute la journée. Est-ce que le Vietnam fait bien? Question qui n'a aucun sens. Parce que le Vietnam n'est ni bien ni mal. Comme aucun pays dans le monde, le Vietnam a un certain nombre d'avantages et d'inconvénients, comme tous les pays dans le monde.
La vraie question, c'est compte tenu des avantages et des inconvénients de ce pays-là à ce moment-là de ta vie, est-ce que ça match ou pas? C'est très différent pour chaque personne. C'est ça qu'il faut comprendre. Exactement. Oui, pour un tel, ça peut être le pays parfait. Parfait, rien de parfait. Mais ça peut être le pays qui convient le mieux à un moment T, comme tu l'as dit. Mais pour une personne, mais si pour toi, c'est pas forcément le bon pays. Chacun est très différent. La situation familiale, où tu en es dans ta vie, qu'est-ce que tu fais pour vivre. Voilà, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Donc ça, encore une fois, c'est à vous aussi de tester. Je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos sur l'autre chaîne du coup, où en fait voyager, allez voir, arrêtez de croire votre youtubeur favori que Dubaï c'est le meilleur endroit, que la Thaïlande c'est le meilleur endroit. Oui, peut-être pour lui c'est le meilleur endroit. Why not? Mais c'est peut-être un très bon endroit pour vous aussi. Mais en fait, allez voir par vous-même et allez pas dis pas que cet endroit c'est le meilleur endroit parce que tu es allé en club aussi et que tu as fait le club parce que c'est pas ça la vraie vie. Tu vas pas être en club tout le temps. Hein. Donc voilà, prends ton sac à dos, loue une maison, vis au moins 15 jours, 3 semaines, voire un mois sur place et va dans le marché, vois les vrais trucs, quoi. C'est important, voilà, te rendre compte des choses parce que en fait, tu t'expatriais pas comme ça. Et puis, ça dépend de l'âge, bien sûr. Si tu as une famille, franchement, toute personne de 20 ans, moi, c'est ce que je faisais, en tout cas, dans ma vingtaine, putain, mais voyagez, sortez-vous de France, de je sais pas d'où vous vivez, mais sortez-vous les doigts et allez, et vous voyagez, quoi. C'est la chose la plus importante plutôt que vous faire chier, aller dépenser votre fric dans des clubs, je sais pas quoi, pour acheter des bouteilles et impressionner des gens dont vous n'avez rien à foutre et que voilà. Mais voilà, voyager, c'est ça le plus important. Et sincèrement, voilà, faites-vous une idée. Et la France n'est pas le centre du monde, je vous l'assure. Voilà, Macron n'est pas président du monde, loin de là. Il n'y en a rien à Si foutre. tu veux, il y a 15 ans, il y a 15 ans de ça, avec une carrière, je détermine que la France en général va tourner à un système totalitaire et que c'est mathématiquement impossible. Les gens sont imprégnés de marxisme, que je ne juge pas, ils ont parfaitement le droit. Mais il se trouve que la France ne m'a plus convenu et je le regrette personnellement. Et comme plein d'expats qui se sont trouvés, honnêtement, je préférerais vivre en France, chez moi, en parlant ma langue, avec mes paysages, comme plein, et bien que j'adore le Vietnam, etc. Quand j'ai compris que mathématiquement, ça n'allait pas passer et que la France n'allait faire qu'une chose, c'est me fliquer, m'encarter, me ponctionner, me persécuter, bon, et me faire prendre des menaces de plus en plus grandes dès que je traverse la rue, donc je vais me retrouver face à une bande de racailles qui vont me planter dans le dos. J'ai décidé de faire un tour du monde. Pendant 18 mois, j'ai fait 35 pays, sac à dos, etc. Alors j'avais 30 ans à ce moment-là. Donc j'ai fait toute l'Amérique latine, etc., l'Amérique centrale, même les États-Unis, l'Australie, toute l'Asie, pour voir, je partout, tout partout. Puis alors, en vivant chez l'habitant, en prenant le bus, avec la vie des vrais gens, en prenant le bus local de merde, en bouffant sur des chaises en plastique avec la bouffe d'1 € par jour, pour voir comment le pégu moyen, la Madame Michu locale, elle vit. Comment c'est? Puis il y a des histoires de climat, de culture, de machin, comment on est perçu. Bon. Et puis, il s'est trouvé que le Vietnam, j'ai fait ouah. J'ai fait ouah, mais moi, j'ai fait ouah. J'ai des tas d'expats ici qui sont nommés parce que les maris prennent des directions générales de boîte. Les madames, elles détestent. Voilà. Et moi, c'est ouah pour moi à ce moment-là. Bon. Et j'en ai pas démordu. Et après, j'ai trouvé une épouse vietnamienne. Alors oui, c'est vrai, avec un enfant vietnamien, etc. Non, elle n'avait pas un enfant. L'enfant, c'est le mien, tu vois. Mais il est vietnamien. Donc, effectivement, moi, ça me correspond à moi compte tenu de mon style de vie parce que j'aime la chaleur. Moi, en dessous de 25 degrés, j'ai froid. Donc là, je suis sous les tropiques, je suis peinard. Voilà. Que j'aime la mer. Donc, il y a 2600 km de côte, donc j'ai de quoi faire, etc. Et j'aime les gens. Je m'entends avec la population. J'ai appris à parler leur langue. Ça a été tanné, d'ailleurs. Le vietnamien, c'est pas facile. Mais je m'entends avec eux. Pas dire que je suis tout le temps d'accord avec ce qu'ils racontent. Hein, loin s'en faut. Mais je m'entends. Je communique, voilà, je suis harmonique avec eux. Et aujourd'hui, je préfère la gestion du secrétaire général Tolam que la gestion de Macron. Monsieur Lam me délivre 8% de croissance, encore en 2025. Ils espèrent taper 10 l'année prochaine, alors que nous, péniblement, on rame à 1,2 et des impôts qui ont pris 25%.
C'est tout. 1,2, t'es sympa. Ouais. 1,2, si tu enlèves Voilà. toutes les dépenses publiques, on est en récession depuis Donc, plusieurs années. alors, j'ai tout, y compris dans ma propre famille, j'ai tout un tas de gens qui, oh, le Vietnam, tu te rends compte parce que, non, non, et qui me disent à longueur de journée, oh oui, mais tu as fui lâchement, tu seras bien content de rentrer pour faire soigner ton cancer aux frais de la Sécu. Non, 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 les gars, non, 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 non. Je ne serai pas bien content parce qu'ici, je ne sais pas combien d'hôpitaux flambant neufs, que je paye une assurance qui me couvre de tout partout, qui coûte un certain prix, mais bien moins cher que la Sécu plus mutuelle, qui me prend en charge à 100%. J'ai déjà une opération ici sous anesthésie générale avec un chirurgien viet, top, le mec, ça s'est bien passé en chambre et tout, etc., en suivant les protocoles, machin et tout. Donc, oui, comme tu l'as dit, le monde est mondial. Il y a une espèce de mépris, je ne sais pas d'où ça vient, l'occidental sur ces pays soi-disant en développement. Ouais, enfin, tous les gens qui viennent ici, qui voient Ho Chi Minh Ville, 20 millions d'habitants, 4 fois Paris, je t'explique, avec des tours, des machins, des serrures par empreinte digitale dans mon compound. Et ici, je suis dans un compound, j'ai la piscine en bas, le tennis, la salle de gym et 3 supérettes ouvertes H24, j'ai qu'à descendre. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Plus le truc de billard et 150 restaurants avec 5 minutes within walking distance, hein, 150. Tu vois, et où on se casse le ventre. Bon, ça me convient, voilà, c'est pour moi, c'est l'idéal. Maintenant, je reste souple sur mes jambes. Les pays évoluent tous. Ils évoluent pas tous dans le bon sens. Et si demain, ça ne me correspond plus, pour un certain nombre, un faisceau de raisons, eh ben, je ferai autre chose. Parce qu'une fois, en fait, ce qui est le plus dur, c'est la première expat, c'est de comprendre comment ça marche. Mais une fois que tu as pris ton aller-retour dans le cornèche, une fois que tu es dépucelé de l'expat, hein, bon, tu pourras aussi bien aller ailleurs, revendre ton immobilier, refaire, te réadapter, etc. Moi, je m'en sens personnellement capable. Bon, peut-être pas à 80 ans, donc faudrait, voilà. Enfin, pour l'instant, le Vietnam suit une trajectoire qui me convient, dans laquelle je suis parfaitement heureux. Alors, on y paye des taxes de partout, il ne faut pas croire, hein, c'est oui. Mais pour le service que j'en ai, ben, je suis satisfait. Le problème n'est pas les taxes. Le problème, c'est des taxes élevées en France, et j'ai vécu l'expérience, c'est quand tu as un cambriolage, la bagnole de flic complètement hors d'haleine arrive 4 heures après en disant, avec 2 flics épuisés qui disent « Monsieur, on ne peut rien ». C'est que quand tu as un scanner à faire, tu attends 6 mois. Ici, j'attends 1 heure hein, pour un scanner, hein, pour un MRI, un résonance magnétique, voilà, un IRM, pardon, pas un scanner, un IRM, j'attends 1 heure, voilà, parce que l'hôpital IRM, il fonctionne 24/24, hein, il y en a 5, et tu prends même pas rendez-vous, ils te prennent à la chaîne, donc tu payes et tu fais, voilà, pas comme la Sécu. Donc, leur Sécu, leurs soins de santé, leur machin, non. La France, j'aime y retourner. Ses paysages, sa gastronomie, quoique sa gastronomie ne me fait pas rigoler. Le boulanger français, il habite juste en face de chez moi. Il y a le charcutier qui me fait du foie gras comme je veux, etc. Parce que maintenant, il y a tout. Parce que dans les grandes villes, comme ça, les villes-États ou les villes énormes, il y a suffisamment de demandes pour avoir tout. Donc, tu as tout. J'ai tout ce que je veux. J'ai ma baguette tradition faite par le boulanger que je connais et que je peux même avoir des croissants comme je veux. Tu vois, donc culturellement, j'ai tous les importateurs de vin que je veux. Et là, il y a du camembert dans mon frigo, tu vois. Donc, je ne suis même pas en manque par rapport à ça, sur tous les éléments de bouffe culturelle, etc. Sans compter que la bouffe viette, parce que le pays a une vraie culture de bouffe, on se casse le ventre hein, ici, pas croire. Donc voilà, c'était une longue tirade, là, je suis crevé. J'espère avoir été clair. Non, mais c'est hyper important aussi ce partage, de comprendre, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes, et tu vois, je prends l'exemple de mes parents, s'ils regardent, c'est important aussi, merci pour ça, se dire souvent, ah ouais, mais tu as parlé de santé tout à l'heure. Bah, la santé, oui, mais en effet, c'est vrai que tous les expatriés français viennent en France pour se faire soigner. C'est bien connu, bien sûr. On a que ça à foutre d'aller sur Doctolib prendre un rendez-vous pour dans 6 mois. Alors que c'est vraiment je sais d'où ça vient cette mentalité. C'est parce que peut-être certaines personnes le font, ok, mais parce que ils vivent au RSA ou j'en sais rien, ou voilà, je veux pas faire de clichés, peu importe. Mais c'est une connerie en fait, parce que t'as pas dit combien coûte ton assurance, mais moi j'avais fait le calcul, rien que dire, ça me coûte $6 par an. Voilà, $6 par an. Par an, moi, pour un senior, donc c'est cher. Je suis dans la partie de cher. Non, voilà, $6 par an était couvert, je crois, à peu près $1 million. $1 million, tout pays du monde, sauf, alors tout pays du monde, parce que j'ai vérifié la police, tout pays du monde quand je suis en voyage, donc même États-Unis, par contre, il ne me couvre pas si j'habitais aux États-Unis.
Ok, donc même aux États-Unis. Ok, Et donc si je, t'as et si une je me belle. déplace et que j'ai une appendicite à Los Angeles, là, il couvre. Ok, donc voilà. Donc par exemple, tu vois, moi je suis à parce que on est quatre, hein, on a une famille de quatre et pour le coup, c'est une peut-être des plus chères, mais pour dire l'assurance la plus chère, ça va être 1 000 € par mois pour quatre. Et pour le coup, c'est vraiment la plus chère, hein. Je crois une des plus chères qui existe à l'international, mais du coup, ça fait 12 000 € par an. J'avais calculé combien ça coûtait en France par rapport à ce qui est prélevé sur ta fiche de salaire, par rapport à la mutuelle que tu dois obliger de payer, par rapport à tout ça. Rien que sur ma famille, c'était 1 800 € par mois entre ma femme et moi. C'était juste astronomique ce qui était pris sur nos fiches de salaire. Et pour, encore une fois, comme tu l'as dit, être mal soigné. Parce qu'encore une fois, après ça, je dois rajouter quand même de l'argent. J'ai des franchises et j'ai des je sais pas quoi. Je vais aller chez le docteur, ma fille, elle est malade. Ah, bah, j'ai un rendez-vous demain après-midi. Ouais, mais là, elle est malade, là. Enfin, c'est pas dans 48 heures que je veux un rendez-vous. Ici, là, quand elle est malade, je descends mon petit building, je prends l'ascenseur, boum, rendez-vous, c'est tout de suite. Et j'ai les médocs, tout de suite, je remonte et on lui donne. Et voilà, elle est soignée. Et ça prend littéralement 30 minutes. Je trouvais ça hallucinant. Et encore une fois, je vivais quand même, du coup, à Boulogne, enfin, Boulogne-Billancourt, Paris, c'est la même chose, où ce n'est pas un désert médical, où au contraire, une concentration de médecins qui est juste énorme. Et c'était juste à chaque fois la galère pour avoir un rendez-vous. Tu veux le dermato, c'est dans 2-3 mois. Et là, enfin, dermato ou je sais pas quoi, enfin, sincèrement, pareil, c'est dans la journée, si tu veux, au pire demain. Voilà, si tu veux une heure précise exactement entre le midi et 2, voilà. Mais et ça, et encore une fois, c'est moins cher. Et puis non, c'est pas des brels, hein, c'est pas parce que on est dans le tiers monde. Je mets des gros guillemets. On est dans le tiers monde. Clairement, aujourd'hui, c'est plus le tiers monde. Le tiers monde, faut vous rendre compte que sincèrement, c'est peut-être l'Europe. Oui. Les médecins, c'est des top médecins qui ont étudié soit dans des énormes universités, même localement, mais sincèrement, ils sont reconnus. Les meilleurs hôpitaux, ce n'est pas en France, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, on est hyper bien soigné. Et une fois que tu as payé ta mutuelle, tu as ton assurance et tu ne payes pas. On te rembourse. Enfin, voilà ce qui est normal, en fait, au bout d'un moment, ce qui est assez logique. Enfin, ça devrait être logique, en tout cas. Donc ça, c'est un point important. Et oui, même quand tu as 56 ans comme toi, c'est pas, j'entends des choses où ça coûterait trop cher et donc tous les retraités reviennent en France. Non, ça c'est du bullshit, clairement pas. Et il y a un point hyper important que tu as dit aussi, et ça c'est une très grosse différence culturelle qu'on a en France, c'est de prendre soin de soi en fait. Et ça aussi, ça appartient à chacun. Oui, ça appartient à chacun de prendre soin, tu as parlé de ta carcasse, de faire du sport, de bien manger. Et en fait, quand tu es assisté par un système, et tu dis en fait l'état maman elle va être là pour me protéger. Et donc c'est moins grave si j'en prends pas soin. Ici les gens, en tout cas je prends l'exemple à Hong Kong, mais je l'ai vu aussi dans d'autres pays en Asie, les personnes âgées, elles sortent tous les jours, elles marchent, il y a des trucs de sport partout, elles font tous les jours du sport. Elles font, mais enfin c'est pas pour rien que regardez les taux d'obésité entre l'Occident et l'Asie, les taux d'obésité. Déjà, ça, c'est assez intéressant. Et regardez les taux l'âge moyen de mortalité aussi. Non, les gens ne meurent pas plus jeunes ici, pas beaucoup plus jeunes. Franchement, c'est débile. Mais les gens, voilà, sont actifs. Même à certains âges, ils sont hyper actifs. Et voilà, parce qu'ils prennent soin de leur santé, c'est juste essentiel. En France, voilà. Encore une fois, je ne veux pas faire de cliché. Bien sûr qu'il y a des personnes âgées actives en France. Mais c'est pas dans la mentalité, c'est pas du tout de la même chose parce que prendre soin de soi, c'est pas encore une fois, c'est vraiment c'est des mentalités différentes quoi. C'est important, mais quand t'as pas l'état nounou derrière toi qui va s'occuper du moindre problème, et en fait, tu fais plus attention et ça, je pense que c'est la bonne mentalité à avoir à mon avis. Alors, je suis complètement d'accord. Les gens ici, c'est pareil, les petits vieux, là, tu sais, ils font du tai chi, là, le matin, tous les matins à 6 heures. Toutes les petites vieilles, là, il y a un espèce de club de mon immeuble, parce que je vis dans une très grosse copro, 579 appartements, donc ça fait 3000 personnes. Et toutes les petites vieilles, là, tous les matins, au bord de la piscine, allez, hop, 1, 2, 3. Enfin, j'adore. Ouais, mais des personnes de 80 ans et tout, moi j'allais tous les jours et c'est blindé. Et les trucs sont blindés. Les trucs de sport, il y a des parcs partout à Hong Kong, c'est très dense Hong Kong, mais il y en a partout et tous les jours ils sont tous là à faire leur sport, marcher, leur truc, c'est assez impressionnant. J'en ai vu même des mecs de haut niveau à faire des saltos machin sur les barres, je sais pas, à plus de 60 ans. Il y en a, ils sont impressionnants.
ils enlèvent le t-shirt et tu vois les muscles, comment ils sont formés à plus de 60 balais, franchement, waouh. Et ça, tu le vois pas en France. Enfin, voilà, tu vois des mecs de 20 ans, 30 ans, mais tu vois pas ça quoi, en France. Exact. Alors, tu disais cet état nounou. Le problème, c'est que dès que tu subventionnes, dès que tu nounoutises, tu fabriques des esclaves. C'est tout. C'est tout. Ça s'est observé partout parce que tu provoques des pompes aspirantes, des gens qui profitent, des gens qui se laissent aller. C'est la nature humaine. Donc, notre welfare state, oui, c'est vrai, il te prémunit contre certains coups du sort, mais surtout, comme effet de bord négatif, il fabrique des trillions d'esclaves, ce qui est quand même un record pour une population de 68 millions d'habitants. Il te fabrique des esclaves, des gens qui sont avachis physiquement, moralement, intellectuellement, enfin, et voilà, et qui sont matrixés, et puis tu leur vends du BFM TV, et puis là, c'est bon, tu peux être sûr que c'est des bons esclaves, c'est bon. Et c'est le contraire, voilà, c'est pas du tout la liberté, ça, c'est vague d'esclavage. Donc, ils iront voir mon autre chaîne, vague d'esclavage, que j'ai pas encore créée. Je viens d'avoir l'idée à l'instant, parce que pour les Français, ce sera vague d'esclavage. Voilà. Et vous êtes pris là-dedans. Et c'est fort parce que vous êtes persuadé que votre système est un des meilleurs du monde, alors que je vous dis, en vérité, il est en passe de devenir un des plus mauvais du monde, avec plus rien qui marche. C'est-à-dire avec tous les inconvénients du welfare state, c'est-à-dire un taux de distribution, des taxes, etc., très élevé, et aucun service en face, et avec des Delogu, des Sibeth Ndiaye, des Cécile Duflot, des François Hollande pour des macarons pour lesquels vous votez et revotez complaisamment. Ben, libre à vous, mais bon, on va voir le résultat, mais le résultat, je le connais déjà. Hein. Oui, mais on l'a vu là sur la loi de finances, je ne sais pas si tu as suivi, c'était assez catastrophique en France. Ah oui. Mais en fait, la seule solution, c'était d'augmenter les taxes. Parce que, bah oui, il faut toujours plus. Il faut comprendre, encore une fois, je prends un exemple, tu pourras le donner l'exemple du Vietnam, mais à Hong Kong, il y a des services publics, il y a des hôpitaux gratuits à Hong Kong, par exemple. Si tu veux, il y a des hôpitaux gratuits. Les routes sont très bien entretenues, il n'y a pas de problème. Il y a des écoles, il y a tout. Hein. Il y a l'école, elle est gratuite si tu veux, il existe l'école gratuite. Il y a plein de choses qui est très bon, qui est très bien organisé. Pourtant, les taxes sont très faibles. Donc, c'est pas une question de taxes, c'est une question, encore une fois, de volonté. C'est une question où est-ce que tu mets tes efforts et de pas de fonctionnaires. Voilà. Et pourtant, ici, il y a du fonctionnaire. Hein. On reste quand même sous tutelle chinoise, bien sûr. Donc, ça existe. Mais encore une fois, donc c'est pas ça le problème. Il faut bien comprendre que ce n'est pas ça le problème. Le problème, il est comment on utilise l'argent. Et bon, avec tous les scandales qui sortent par jour en France, hein, c'est bien sûr pas que sur les grands médias, mais on comprend clairement où va l'argent. Donc c'est pas une question d'argent et d'augmenter, c'est une question de où tu mets c'est justement ces taxes, comment tu les utilises et puis arrêter de mettre des gens improductifs. Ça c'est encore une fois c'est une évidence. Je ne sais pas si tu es aligné là-dessus, c'est sur quoi tu parleras sur ta nouvelle chaîne, du coup, Vague d'esclavage. Ouais, je vais en faire une, Vague d'esclavage. Bonne idée. Pour français, spécial français. Ça me plaît. Qu'est-ce qui ferait que tu reviendrais un jour en France? Alors. De vivre, bien sûr. Je pense que le système va finir par terminer. Tout est une question de temps. S'il termine dans 30 ans, je ne rentre pas. S'il termine demain matin avec un reset, alors un reset, hein, on reprend notre souveraineté, on fout tous les incompétents en tôle, c'est-à-dire 25 ans au Kerguelen à casser des cailloux, à faire de l'aménagement du territoire, évidemment sans médaille, sans retraite, etc. Leur retraite étant reversée au trésor public en contrepartie de tout ce qui sont volés, etc. Donc voilà. Et là, donc, il faut un reset administratif, donc changer la Constitution, la simplifier. Et dans ce cadre-là, des patriotes feront un dispositif législatif permettant le retour des expatriés en disant, pendant X années, ce que font les gens intelligents, pendant 3 ans, mettons, vous pouvez rentrer, ramener tout le fric que vous voulez, no questions asked. Tu vois ce que je veux dire? Et en révisant tous les barèmes, bien entendu, c'est-à-dire qu'on ne recommence pas, etc. No questions asked sur n'importe quoi que vous ramenez, que ce soit 10 balles ou 100 millions d'euros. Tu vois? On n'est pas des justices. Et je ne veux pas dire que c'est forcément, on a tous de l'argent de la drogue ou des trucs comme ça, pas du tout. Je veux dire qu'on ne va pas être dans un enfer administratif. On peut vendre tous nos trucs, etc. et ramener notre cash illimité. De toute façon, personne ne mettra le nez dessus. Et c'est la loi, tu vois. Donc, et certains pays le font, hein, ou l'ont fait. Tu vois, pendant une fenêtre de temps, si vous décidez de rentrer parce que ça nous intéresse, etc., vous pouvez rentrer autant de blé que vous voulez. Là, j'envisagerai le truc. À moins de ça,
Eh bien, je suis très bien où je suis. Il y a un soleil magnifique. J'ai vu sur la piscine et sur le fleuve Saïgon. Là, tu vois pas, mais c'est totalement magnifique. On est très bien là où on est. On l'a choisi. Exact. Et on l'a choisi. C'est ça aussi la liberté, c'est de choisir où est-ce qu'on veut vivre. Et bah parfait. Je pense qu'on a fait le tour des sujets. Je veux pas que tu te, ça commence à. Je t'avais dit que ça pouvait être long. Mais là, c'est bien, là. Ouais, c'est bien. 1 heure et demie, c'est bien. Ça, c'est souvent ça entre 1 heure et demie. Donc voilà. Donc je crois que c'est des bons. C'est Bah, bon écoute, timing. C'est important de parler aussi des formats longs. Encore une fois, les formats courts, ça rend débile. Donc c'est bien aussi de pouvoir parler, de prendre le temps de parler et de dire les choses aussi comme on veut. Voilà. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as un dernier sujet? Dis-moi. non, j'ai été ravi de faire ça. Voilà. Bon, j'ai pas de mots, j'ai tout dit, hein. Moi, je dis tout au fur et à mesure. Il n'y a plus rien dans mon sac, là. Voilà. Eh ben parfait. Bon, en tout cas, j'espère qu'on en refera une. Sincèrement, on en reparlera après ensemble. Mais je pense que ça peut être intéressant de refaire des points réguliers aussi sur l'évolution de tout ça, en discuter ensemble. Dites-nous en commentaire aussi, est-ce que ça vous intéresse qu'on se refasse des points réguliers ensemble avec Tapadizip. Pas d'hésite. Voilà, voilà, on va essayer de faire peut-être des two-man shows. Ça va être intéressant. Mais voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je sais que beaucoup ont regardé la première heure où on parlait de Riti, mais c'est important aussi de parler d'autres sujets, d'élargir aussi cette vision d'expatriation. Je pense vraiment que c'est hyper important pour votre liberté. Donc, merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci à Tapadizip pour ton temps, pour tout ce que tu nous as partagé. Et du coup, on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Yes. Salut à tous. Bye. Bye.